Bienvenue sur le podcast Et si tu t'aimais. Je m'appelle Ingrid Demey, je suis thérapeute et coach holistique, experte en transformation de vie et libération de trauma. Ma mission est d'aider les femmes à se libérer de tout ce qui les entrave, leur permettre d'exprimer leurs émotions et leurs besoins pour enfin renouer avec leur pouvoir intérieur. Sur ce podcast, on parle amour de soi, mindset, croyances, émotions, loi de l'attraction et beaucoup plus. Si tu désires changer ta vie, tes relations et finalement vivre la vie épanouissante que tu mérites, tu es à la bonne place. Il est temps de t'autoriser à rêver grand et à prendre les actions alignées pour te réaliser. Et bonjour, dans cet épisode, j'ai très envie d'aborder la question des dérives toxiques du développement personnel et spirituel, parce qu'il y en a beaucoup et que ça m'agace énormément. Je sais que j'ai spoilé la sortie de cet épisode dans celui sur le système nerveux et la loi d'attraction, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, au lieu d'apporter de la bienveillance, du soutien et d'encourager les gens, ça apporte beaucoup de culpabilité et de honte et clairement, c'est pas du tout le but initial du développement personnel et spirituel. En premier, je vais vous parler de la zone de confort. Ça, c'est un concept qui est très souvent mal compris et qui a été et est toujours tellement mal utilisé que je ne peux plus entendre cette phrase « sors de ta zone de confort ». Surtout qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ce conseil ressortir soit dans des contextes hyper toxiques, malsains, soit face à une personne qui est en souffrance, et ça c'est quelque chose qui me pose profondément problème. En fait, il y a une énorme confusion entre la zone de confort, la zone du connu et la zone de croissance. Pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple, on va imaginer que tu vas tracer différents cercles avec un compas. Le cercle le plus au centre, voire même juste le trou laissé dans le papier par la pointe du compas, ça, c'est la zone de confort. C'est là où tu es en sécurité. Ça correspond à toutes les actions que tu es capable d'accomplir sans stress. Ensuite, quand on s'écarte de la zone de confort, on arrive dans la zone du connu. Là, ça regroupe toutes les actions, toutes les situations auxquelles tu es capable de faire face parce que tu les connais, mais pour autant, c'est pas confortable et tu te sens pas particulièrement en sécurité. On va prendre un exemple très concret et qui concerne beaucoup de monde, prendre les transports en commun. Il y a plein de gens qui le font dans leur quotidien, qui savent le faire, qui connaissent cette situation, et pour autant, c'est pas un truc qui est confortable et qui est sécurisant, et même ça peut être une source de stress. En d'autres termes, la zone du connu, ça peut déjà être une zone d'inconfort et de peur. Et quand on dit sors de ta zone de confort, en fait t'arrives où dans ta zone du connu, donc c'est pas forcément pertinent. Et ensuite, autour de cette zone du connu, on a la zone de croissance. Là, c'est la zone de l'inconnu. C'est toutes les choses que tu n'as jamais faites, les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres, les nouvelles situations, les nouvelles actions que tu mets en place. Toutes ces choses sont inconnues. Et par définition, cette zone, elle est inconfortable, mais elle permet d'élargir ta zone du connu. Et c'est pour ça qu'on parle de zone de croissance. Donc là, comme ça peut paraître très simple de se dire « Ok, je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone du connu et je vais dans la zone de croissance. » Sauf que, comme toujours, il y a un mais, parce qu'il y a toujours des nuances à apporter aux situations des gens, le fait est que la plupart des gens ont un système nerveux dérégulé. La plupart des gens font face à beaucoup de niveaux de stress et donc ces personnes-là, elles vont préférer rester dans une situation connue mais pas confortable plutôt que d'aller vers l'inconnu parce que elles sont déjà au max du stress qu'elles peuvent supporter dans leur quotidien. Et en fait, elles savent qu'elles sont capables de supporter ce chaos, mais elles n'ont pas la certitude qu'elles pourront en supporter plus. Parce qu'il faut être honnête, quand on se confronte à une situation inconnue, quand on va vers la nouveauté, ça génère du stress et de la peur. Et c'est pour ça que quand on est déjà à son max au quotidien, on ne peut pas aller plus loin. Donc pour toutes ces personnes, le bon conseil de sors de ta zone de confort, il ne fonctionne pas et en plus de ça, il est moralisateur, il est culpabilisant. Ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est déjà de rendre la zone du connu plus confortable. Si on reprend l'exemple des transports en commun, face à une personne qui n'a pas le choix, qui doit les prendre quotidiennement, alors on va essayer de faire en sorte qu'elle ait des horaires légèrement décalés, ce qui lui permettrait d'éviter les heures de pointe et donc la foule qui va avec. Et on peut aussi ajouter à ça un casque ou des bouchons d'oreilles spéciales nuisances pour réduire les stimuli et donc réduire le stress de la personne. Et rien qu'en faisant ces petits ajustements, on peut déjà rendre cette zone du connu plus confortable, moins stressante, et donc vu que les niveaux de stress globaux diminuent, ensuite on peut se permettre de sortir de tout ça et d'aller vers la zone de croissance. Je vais prendre un nouvel exemple. Si tu n'as pas d'espace bureau chez toi, il vaut mieux d'abord que tu réfléchisses à comment
agencer tes meubles, aménager ton intérieur, avant de te dire « Ok, je vais construire une extension ». Autrement dit, il vaut mieux élargir sa zone de confort en rendant sa zone du connu plus confortable avant d'envisager aller vers la zone d'inconnu et de croissance. Le deuxième sujet dont je vais vous parler dans cet épisode, c'est la positivité toxique. Pour faire simple, il y a une idée qui est très répandue, qui est qu'il faudrait éviter au maximum de ressentir nos émotions négatives. Et malheureusement, certains gourous continuent à faire croire aux gens que les émotions négatives sont problématiques. Et la positivité toxique, c'est quand une personne elle est au fond du trou et qu'on lui dit bah allez, pense positif, souris à la vie et la vie te sourira, ou passe à autre chose. Toutes ces phrases, elles ressemblent à de bons conseils, mais concrètement, c'est juste des injonctions à mettre le couvercle sur sa souffrance pour faire comme si tout allait bien. Et à mon sens, ça révèle surtout le fait que la plupart des gens sont incapables de dealer avec les émotions négatives des autres, parce qu'ils sont incapables de le faire pour eux-mêmes. Et c'est dommage parce que c'est révélateur d'un manque d'intelligence émotionnelle. En fait, c'est des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement des émotions. Parce qu'au fond, chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle apporte juste un message sur la situation qu'on est en train de vivre, sur l'état de satisfaction de nos besoins. En fait, les émotions, c'est comme un baromètre. Si t'es triste, ça peut révéler par exemple que quelque chose dans tes relations ne te convient pas, ou qu'un de tes besoins n'est pas comblé. Mais tu peux pas avoir accès à cette information si tu bloques tes émotions parce que t'as peur de les ressentir. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, bloquer ses émotions, c'est contre-productif, parce qu'à force de se couper de ses émotions négatives, on finit aussi par se couper de nos émotions positives. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à profiter des bons moments, qu'on perd le goût de faire des choses qu'on aimait faire, qu'on se sent vide, et peu à peu, il y a un espèce de brouillard de mal-être qui nous emprisonne, et qui fait qu'on n'arrive même plus vraiment à savoir d'où ça vient. Et ce brouillard émotionnel, il est extrêmement fréquent, mais il est aussi le résultat d'un système nerveux dérégulé, mais il alimente aussi la dérégulation du système nerveux. Parce que quand on a un système nerveux dérégulé, on n'a pas la capacité physique de gérer ses émotions. Donc quand une émotion forte se présente, notre système nerveux va identifier comme un danger, parce que le stress va augmenter, et donc, face au danger, on n'a toujours que 4 solutions, la fuite, le combat, la sidération, la complaisance. Donc généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de fuir cette émotion. Donc ça va être en s'occupant en permanence, en scrollant sur les réseaux, en buvant de l'alcool, en mangeant, en sortant régulièrement. En fait, le truc, c'est qu'on va chercher à fuir et à se remplir. On va remplir notre temps pour ne surtout pas avoir à penser. Et cette fuite de nous-mêmes, c'est absolument pas sécurisant pour notre système nerveux, ce qui fait qu'on va avoir tendance à rester dans un mode sympathique, qui fait qu'on n'a pas la capacité de vivre nos émotions, et donc c'est pas sécurisant, et ainsi de suite. C'est un véritable cercle vicieux. Pour en revenir à la positivité toxique, il y a certaines personnes qui vont encore plus loin dans l'absurdité parce qu'elles affirment que les émotions négatives feraient baisser l'auto vibratoire et que donc il ne faudrait pas en vivre pour rester dans des hautes vibrations. Donc là on est carrément dans la stratosphère de l'absurdité parce qu'encore une fois, si on est capable d'écouter le message de ces émotions, même les émotions négatives et désagréables, en fait à long terme ça permet de se sentir mieux. Et je vais reprendre un exemple que vous avez apprécié dans l'épisode précédent. C'est comme si quelqu'un disait « Ok, faire caca, ça sent mauvais, donc pour garder de bonnes odeurs, je vais plus jamais faire caca. » On est d'accord que c'est totalement absurde parce que notre corps, il est fait pour fonctionner d'une certaine manière et que si on se bloque, à long terme, même à moyen terme, c'est pas du tout bon pour notre corps et pour notre santé. Et c'est exactement la même chose pour les émotions. Donc stop aux good vibes only, toutes les émotions sont utiles, justes et légitimes. Maintenant qu'on en a fini avec la positivité toxique, on va pouvoir attaquer la spiritualité toxique. Dans mon dernier épisode, je vous parlais de la manifestation et bien évidemment que ce concept a aussi ses dérives, puisque initialement la base de la loi de l'attraction c'est de dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie c'est le résultat de nos manifestations. Certaines personnes croient bon d'utiliser cette loi pour faire culpabiliser les gens. Par exemple, ça va être au cours d'un échange, une personne se confie sur le fait qu'elle se sent mal par rapport à une situation dans sa vie, et la personne en face va lui répondre « Tu sais, t'es responsable de ta vie, c'est toi qui l'as manifesté ». Cette phrase, elle est profondément culpabilisante. Elle renvoie l'idée qu'on est coupable des situations de notre vie, parce que quelque part, on les aurait choisies et demandées. Et personnellement, c'est là que ça bloque pour moi, parce qu'on a déjà tous et toutes déjà vécu dans notre vie des situations qu'on n'a clairement ni choisies ni demandées.
Donc je trouve que cette remarque, elle est profondément déplacée, maladroite et surtout toxique. Il y a une théorie qui dit que notre âme choisirait dans quel continent, dans quel pays, dans quelle famille, dans quel corps on s'incarnerait, et qu'en fait on choisirait tout ça, et on choisirait également les grandes épreuves que notre âme vivrait lors de cette incarnation pour pouvoir guérir certaines blessures et évoluer. Donc déjà, c'est un concept, voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais il n'empêche qu'en tant qu'être humain présentement incarné dans nos petits corps, on ne choisit pas de vivre tous les événements qui nous arrivent dans nos vies. Et je trouve qu'il y a une question d'hyper-responsabilisation là où concrètement on n'a aucun contrôle, alors que pour moi notre seule responsabilité, le seul contrôle qu'on peut avoir en tant que petit être humain, ça réside dans notre façon de réagir après l'événement. Parce que pendant un événement qui est traumatique, encore une fois le système nerveux, il se fige, il réagit de façon automatique en prenant la fuite, en combattant, en se mettant en sidération ou en adoptant une attitude de complaisance. Mais donc du coup, c'est que après que l'événement soit passé, lorsque les niveaux de stress peuvent enfin diminuer, que là on peut réagir avec conscience. Et donc c'est là qu'on va prendre action pour éviter que des situations similaires se répètent. Et vraiment pour moi c'est essentiel de rappeler ça. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, qui peuvent nous affecter, mais notre responsabilité, elle réside dans notre façon de réagir à ces choses, pas dans le fait de les avoir vécues. Dans le même esprit, il y a d'autres remarques qui me dérangent. Par exemple, n'oublie pas que l'énergie extérieure est le reflet de l'énergie intérieure. Ou encore, c'est parce que t'as pas la bonne vibration que tu n'attires pas à toi ce que tu veux. Et encore une fois, je trouve que c'est profondément culpabilisant parce que ça amène l'idée que ce qu'on fait n'est jamais assez bien et que c'est de notre faute si on est dans notre situation actuelle. Et j'ai vraiment l'impression que certaines personnes prétextent dire les choses pour le bien des autres, mais qu'en fait elles en profitent pour venir appuyer là où ça fait mal de façon clairement sadique, au lieu d'apporter de l'écoute et du soutien. Et la dernière remarque qui me dérange, et c'est un peu un mix entre la positivité et la spiritualité toxique, c'est quand une personne a vécu un événement difficile et qu'on lui dit « Ah, mais ça t'a permis de grandir !» ou « Ah, grâce à ça, t'es plus forte maintenant !» Je trouve que c'est délicat parce que dans certaines circonstances, ça peut être vrai. C'est vrai que certains événements nous font grandir et nous permettent de développer certaines qualités, mais il faut doser avec ce genre de remarques. On va pas dire à une enfant qui a été abandonnée ou qui a vécu la perte d'un parent « Ah oui, mais c'est bien, ça a développé ton indépendance, maintenant t'es vachement débrouillarde !» Oui, Gertrude, c'est cool d'être débrouillarde, mais c'est cool aussi de pouvoir compter sur les autres et de se développer dans un contexte qui est sain et qui est équilibré. Et je suis sûre que vous avez des exemples en tête qui sont encore plus violents que celui que je viens de citer. Je pense que vous avez compris pourquoi ce genre de remarques me dérange profondément. Donc pour conclure sur cette partie sur la spiritualité toxique, je trouve ça vraiment dommage parce qu'à l'origine, le développement personnel et spirituel, c'est censé apporter quelque chose de positif dans la vie. Et à mes yeux, toutes ces remarques, elles révèlent un sérieux manque d'empathie de la part des personnes qui les prononcent. Et pour conclure, ce sera le dernier sujet que je vais aborder dans cet épisode. Je vais vous parler du grand pardon. Parce que on entend énormément que pour avancer dans la vie, il faut pardonner aux gens qui nous ont blessés. Mais, vous l'aurez compris tout au long de cet épisode, bien évidemment, il y a un mais. Parce que, déjà, le pardon, il ne doit pas arriver trop tôt dans le processus de guérison. Il n'est pas indispensable au processus de guérison. Et malheureusement, il est souvent utilisé pour bypasser les émotions négatives qui auraient besoin d'être exprimées. En fait, le pardon, il a deux aspects. Et là, je vais citer le travail de Susan Forward. Le premier aspect, c'est de renoncer à son envie de vengeance. Et le deuxième aspect, c'est absoudre de toute responsabilité la partie adverse coupable. Un synonyme d'absoudre, ce serait acquitter ou blanchir. Donc c'est vraiment des termes très juridiques. Pour clarifier tout ça, effectivement, renoncer à son envie de vengeance, ça peut paraître quelque chose de positif, parce qu'au départ, ressentir une envie de vengeance, c'est totalement normal, mais rester dans ce désir de vengeance, ça a un aspect très obsessionnel, ça prend beaucoup d'énergie, et surtout, ça peut mettre en difficulté notre propre santé mentale. Mais en opposition, le fait d'absoudre quelqu'un, ça revient à dire que ce qui a été fait n'est pas si grave. Et c'est là que ça bloque, parce que ça revient à ignorer les faits, à faire comme si rien ne s'était passé, comme si de rien n'était, pour éviter de souffrir encore. Et d'ailleurs, il y a une expression populaire qui dit « je pardonne mais j'oublie pas ».
Et ça pour moi c'est bien la preuve qu'il y a toujours une forme de rancœur qui persiste. Donc des émotions négatives qui sont refoulées sous couvert de bonne conduite et de pardon. Il ne faut pas oublier aussi que le pardon c'est un concept qui est très présent et qui nous vient de notre culture judéo-chrétienne. Et qui induit qu'en fait pour être une bonne personne il faudrait à tout prix pardonner. Je vais prendre un exemple. Imaginons que tu viens de te prendre un coup de couteau dans la cuisse. Et qu'au lieu de soigner ta blessure, tu dises « j'ai pas besoin de me soigner, moi j'ai pardonné à mon agresseur. Et puisque je lui ai pardonné, je vais plus souffrir. » Sauf qu'en attendant, t'as peut-être toujours le couteau qui est planté dans la cuisse, peut-être que tu saignes, peut-être que ça va s'infecter, et bien évidemment ça peut avoir des conséquences désastreuses. Donc vraiment ce que je veux te faire comprendre avec cet exemple, c'est pas parce que t'ignores ta souffrance qu'elle disparaît. Et cette façon d'éviter la souffrance en choisissant d'ignorer ce qui a eu lieu, c'est ce qui fait que la plupart des familles se sont transmis des traumas. C'est pour ça qu'on parle de trauma transgénérationnel. Parce que nos ancêtres ont vécu des traumatismes et ils n'ont pas eu le choix dans leur façon de réagir parce que l'époque était différente, le contexte était différent. Et sans le vouloir, leur comportement il a eu des conséquences sur les générations suivantes. Que ce soit par l'éducation qu'ils ont donnée ou simplement avec leur comportement de manière générale. Parce que les enfants, ils observent et ils reproduisent. Et aujourd'hui, globalement, on est dans une époque où la plupart des gens disent « Ok, ça s'arrête avec moi. On arrête de se passer le colis des souffrances, on arrête de se passer le colis des conditionnements, on arrête de se passer le colis des non-dits, et on ose ressentir pour se libérer. » Parce qu'on ne peut pas guérir d'une souffrance qu'on ignore et qu'on refuse de ressentir. Tout comme tu ne peux pas guérir de ta plaie à la cuisse si tu refuses d'admettre qu'elle existe et que tu as besoin d'être soigné. Et tant qu'on cherche à fuir la souffrance à tout prix, on reste dans un état de dérégulation du système nerveux et ça nous bloque dans notre vie. Je vais m'arrêter là pour cet épisode sur les dérives toxiques du développement personnel et spirituel. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si tu as envie d'y réagir ou de me poser des questions, tu peux le faire en message privé ou juste en dessous de cet épisode. Tu peux aussi t'abonner à mon podcast et à mon Instagram. Et si tu souhaites commencer un accompagnement avec moi, tu peux m'écrire ou réserver ton rendez-vous via mon site. Cet épisode t'a plu ? Pense à le partager avec une amie ou en story Instagram et à lui donner 5 étoiles pour m'aider à diffuser mon message. Si tu souhaites aller plus loin dans ton introspection et ton expansion personnelle, visite mon site dans la description et viens t'élever avec moi. À bientôt!